Je souhaite d'abord remercier la Société tunisienne de cardiologie pour m'avoir invité euh, pour parler des palpitations post-Covid. Je suis vraiment ravi d'être parmi un panel multidisciplinaire qui sont vraiment des experts en matière de Covid. Alors, on m'a demandé de parler de palpitations post-Covid. Euh, je vais revenir un petit peu et vous me permettrez de revenir à la phase aiguë virale parce que c'est important euh, de parler des arythmies, en particulier de la phase aiguë, euh, pour parler par la suite du post-Covid. Comme vous le savez, le virus va se lier au récepteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2 et à partir de là, comme vous le savez, les récepteurs sont essentiellement respiratoires, mais aussi il y a pas mal de récepteurs qui sont disséminés au sein du système cardiovasculaire. C'est ce qui explique que 20% des COVID-19 vont avoir un tropisme cardiaque aussi. Et cette atteinte cardiaque va être authentifiée par l'élévation des troponines. Elle est particulièrement prévalente chez les patients qui ont des comorbidités cardiovasculaires. Et quand la troponine est élevée, vous le savez très bien, il s'agit ici donc d'un facteur de mauvais pronostic puisqu'on passe à 51% de mortalité versus 4,5% de mortalité sans atteinte cardiaque. Et dans ce cadre, les troubles du rythme cardiaque sont aussi prévalents quand il y a une atteinte cardiaque, donc 17% versus 1,5%. Et puis on parlera aussi des séquelles cardiaques que Sifauzi Haddad vient d'en parler sur cette fameuse étude allemande. Donc sur ce registre britannique ISARI qui a englobé quelques 122 000 patients, vous voyez que les comorbidités associées, c'est le plus souvent une hypertension artérielle et les cardiopathies chroniques, en particulier l'insuffisance cardiaque et l'insuffisance coronarienne. Alors, en ce qui concerne les troubles du rythme à la phase aiguë de l'atteinte virale, il faut savoir que ce sont des troubles du rythme qui ont une éthiopathogénie multifactorielle. Rarement, les palpitations sont au premier plan à la phase aiguë. Et bien entendu, quand il y a un trouble du rythme, ils vont assombrir le pronostic de la maladie. Et vous voyez que plus le malade est grave, et plus il va y avoir des troubles du rythme, et plus le trouble du rythme est grave, et plus le patient va avoir un mauvais pronostic. Alors, à titre indicatif, du rythme à phase aiguë, ça représente à peu près 26% sur cette cohorte de patients, de 170 patients. Et ces troubles du rythme n'ont rien de spécifique. Donc, c'est des arythmies auriculaires, de la fibrillation, du flotteur, des extrasystoles, etc. Et ces arythmies, pendant la période Covid, sont plus ou moins associées chez le même patient. Et pour revenir aux arythmies comme facteur pronostic sur cette cohorte de 700 patients, eh bien, vous voyez que quand le malade est hospitalisé en réanimation, vous avez beaucoup plus d'arythmies. Et cette arythmie est d'autant plus grave que le malade est hospitalisé en milieu de réanimation, qu'il est fatigué. Et vous voyez que les arrêts cardiaques en fibrillation ventriculaire, en dissociation électromécanique surviennent sur cette cohorte spécialement et exclusivement en milieu de réanimation. De la même manière, plus l'arythmie est grave et plus le pronostic est mauvais. Et vous voyez que à peine presque 50% de décès vont survenir chez les patients qui ont présenté un arrêt cardiaque hospitalier. Alors, rapidement pour la physiopathologie, et c'est important pour la physiopathologie à long terme. Donc, pourquoi fait-on un trouble du rythme à la phase aiguë? Parce qu'on peut faire un syndrome coronarien aigu, on connaît très bien les rapports entre la thrombose et la COVID-19, c'est des ST+, ou des ST-, peu importe. Et par la suite, on peut parfaitement faire des troubles du rythme dans le post-infarctus. On peut faire un trouble du rythme parce qu'on a fait une myocardite, et cette myocardite peut être due à une atteinte virale directe, ou alors elle peut être retardée d'une semaine, comme on le voit exactement au niveau du poumon, avec l'orage cytokinique et l'emballement inflammatoire qui donc survient dans les suites de la COVID. L'hypoxie peut entraîner des troubles du rythme, l'hypertonie sympathique avec le stress infectieux, les troubles hydro
électrolytique avec les pulmonaires aigus, qu'ils soient dus à un SDRA ou une embolie pulmonaire, et on connaît très bien les relations entre la fibrillation atriale et le cœur pulmonaire aigu, et enfin la conjonction des médicaments, et en particulier les médicaments qui ont un effet pro-arythmique qui allongent le QT, comme l'azithromycine et comme l'hydroxychloroquine. Alors, donc, pour ce résumé, donc, après cette inoculation par le virus, il va y avoir une endocytose et par la suite, on va avoir une atteinte multisystémique. Moi, personnellement, ça me rappelle un petit peu l'endocardite infectieuse où vous avez les poumons, le cœur, le système vasculaire, une réponse dysimmunitaire, une atteinte digestive, une atteinte rénale, et tout ça va expliquer l'éclosion d'une myocardite, d'une hypoxie, d'une ischémie myocardique, une interaction entre les médicaments, un problème hydroélectrolytique, une hypovolémie, une dyscalémie, tout ça va concourir à l'éclosion d'arythmies, bloc sino-auriculaire, BAV, QT lent, torsade de pointe, tachycardie, bradyarythmie, etc. Enfin, tous les types d'arythmies peuvent être vus. Et certains ont même essayé de corréler les lésions anatomopathologiques au type d'arythmie. Vous voyez, par exemple, quand on a une atteinte myocardique, c'est plutôt un bloc AV, une fibrillation atriale, une tachycardie ventriculaire, une fibrillation ventriculaire ou une dissociation électromécanique. Quand c'est plutôt donc des lésions pulmonaires prévalentes, prédominantes, eh bien c'est plutôt des tachyarrhythmies supraventriculaires ou des arythmies ventriculaires. Et quand c'est un problème médicamenteux, c'est plutôt un problème de QT lent et de tachycardie ventriculaire polymorphe. Alors, l'ESC nous a aidé un petit peu à gérer ces arythmies de la phase aiguë de la COVID-19 sans que ce soit vraiment des travaux randomisés comme on a l'habitude d'avoir, mais c'est plutôt des choses qui sont basées sur la logique et sur des avis d'experts. Alors, rien de spécifique pour la gestion des arythmies pendant la COVID. Toutefois, il y a une orientation, il y a une préférence pour dire qu'il faut gérer ces arythmies de façon médicamenteuse. Le choc électrique externe sera laissé pour les cas extrêmes où on a le dos au mur, il y a une instabilité hémodynamique. Bien entendu, on ne pourra pas gérer une arythmie si on n'a pas corrigé les facteurs adjacents comme l'hypovolémie, les dyscalémies, l'hypoxie, etc. Attention aux interactions médicamenteuses et éviter les gestes interventionnels pour des raisons évidentes, pour ne pas contaminer le personnel, etc. Par exemple, si vous avez besoin de chercher un thrombus intra-auriculaire gauche, faites plutôt un scanner plutôt qu'une écho transœsophagienne. Ça, c'est à titre d'exemple, une fibrillation atriale qu'on voit à la phase aiguë d'une COVID-19, eh bien, la préférence, autant que faire se peut, c'est pour une stratégie de rate control, c'est-à-dire de ralentissement de la fréquence ventriculaire, et par la suite, lorsque le malade sera guéri, entre guillemets, s'il y a véritablement une guérison, à ce moment-là, on va le réévaluer et réfléchir à d'autres stratégies. Quant à l'anticoagulation, eh bien l'anticoagulation, elle va obéir aux mêmes règles qu'en temps normal. Alors, rapidement, je crois que, vu la difficulté de la question, il va falloir scinder la question en deux. Il y a la question des arythmies résiduelles, et là, je parle de l'angle de la stratification des arythmies post-Covid et des arythmies qui sont potentiellement dangereuses chez des patients qui sont à risque et qu'il convient de screener de façon très, très précise. Alors, c'est les malades qui étaient graves à la phase aiguë, dont le docteur Haddad vient de parler, c'est les malades qui ont fait une myocardite, une insuffisance cardiaque, un infarctus du myocarde, des troubles du rythme, des troponines élevées, etc. Et ceux qui ont des comorbidités cardiovasculaires. Donc ceux-là, il va falloir les évaluer de très près pour stratifier le risque éventuel, le risque de troubles du rythme grave, voire de mort subite. Je crois qu'un délai de 3 mois est raisonnable, et utiliser tous les moyens pour screener ces patients, électrocardiogramme, mais aussi les moniteurs externes de plus ou moins longue durée,
éco-transthoracique, plus ou moins éco-transœsophagène, par exemple, si on a besoin de régulariser une fibrillation atriale en post-Covid, une coronarographie en fonction du contexte clinique et une IRM aussi en fonction du contexte clinique. Et par la suite, une fois qu'on a fait cette stratification, eh bien, rien ne sera spécifique de la COVID-19. On va donc faire ou prendre des décisions qui seront bien entendu conformes aux recommandations actuelles. Alors, je reviens à cette étude de Francfort, aussi, si Fawzi en a parlé, 100 patients, Covid-19 tout venant, c'est-à-dire il y avait des malades graves et moins graves à la phase aiguë, et une médiane de 71 jours, c'est-à-dire 2 mois et demi, et ces patients-là ont eu une IRM cardiaque systématique. Et tenez-vous bien, il y a 78% d'IRM pathologique, donc 78% de séquelles cardiaques de la COVID-19, dont 60% de lésions encore inflammatoires évolutives à 2 mois et demi de l'infection. Et ces résultats semblaient être indépendants de la sévérité du tableau aigu et posent donc le problème du suivi à long terme des patients qui ont eu une atteinte par la COVID. Voilà un petit peu des hypersignaux que j'ai extraits de cet article qui montre un rehaussement tardif au niveau de la région épicardique et une effusion dans le péricarde. Et séparer ces patients graves qui doivent être screenés et qui doivent être stratifiés des patients qui ont ce qu'on appelle le Covid symptôme, c'est un petit peu ce qui m'est demandé aujourd'hui. Mais le Covid symptôme, bien entendu, c'est un diagnostic d'élimination, donc il va falloir aussi réfléchir aux malades graves. Mais en ce qui concerne les symptômes post-Covid, par rapport à cette série chinoise, il faut voir qu'il y a au moins 76% des patients qui vont avoir au moins un symptôme, ce qui est énorme par rapport aux statistiques que je viens de voir sur les différentes présentations. Et les palpitations, c'est autour de 10%. C'est un taux assez comparable aux différentes séries qui ont été publiées. Et ces symptômes post-Covid semblent aussi indépendants du niveau de gravité à la phase aiguë virale, que ce soit des malades de réanimation ou des malades de médecine sous oxygène ou des malades ambulatoires. Aussi, à l'initiative de la PHP de Paris, et Siawin en a parlé, c'est une étude qui a été lancée sur Internet et qui demandait un questionnaire aux patients qui ont fait un Covid. C'est une étude qui a été lancée en octobre 2020 et dont les résultats préliminaires montrent aussi, et Siawin en a parlé, qu'il y a 10 tractus qui sont intéressés par le post-Covid, le tractus neurologique, le système, donc les symptômes généraux, le thorax, l'appareil locomoteur, digestif, oreille, peau et cheveux, les yeux, les vaisseaux, les ganglions et l'appareil génito-urinaire. Et puis, vous voyez que la symptomatologie thoracique n'est pas des moindres, et à peu près la moitié des patients vont avoir une symptomatologie thoracique, soit une dyspnée, soit une tachycardie, palpitation, arythmie, douleur thoracique, etc. Alors, lorsqu'il s'agit d'une arythmie, de palpitation symptôme, ce qu'il faudrait probablement retenir, c'est que c'est souvent ce qu'on appelle des tachycardies sinusales inappropriées. Ils vont sortir de la phase aiguë Covid avec une tachycardie sinusale qui est inappropriée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas en rapport avec un effort ou une fièvre ou une déshydratation ou tout ce qu'on peut imaginer qui puisse donner une tachycardie sinusale. Alors, bien entendu, cette tachycardie sinusale est difficile à mettre en évidence à la phase aiguë de l'infection, puisque le malade est cloué au lit, et puis on n'a pas vraiment l'occasion de pouvoir l'authentifier. Il y a tellement de facteurs qui puissent accélérer la fréquence sinusale. Alors, c'est une tachycardie persistante en post-Covid, c'est des palpitations, mais encore une fois, il faut faire très attention et ne retenir les tachycardies sinusales inappropriées qu'après diagnostic d'élimination, c'est-à-dire après avoir éliminé une myocardite sous-jacente ou une insuffisance cardiaque ou quelque chose de sévère en sous-jacent. Le mécanisme serait multifactoriel, c'est-à-dire une hyperactivité sinusale, une dysautonomie,
une hyperadrénergie, et tout cela serait probablement en rapport avec cette atteinte multisystémique par les cytokines inflammatoires. Une autre entité a été décrite et qui pourrait aussi expliquer des palpitations, c'est ce qu'on appelle le syndrome tachycardie hypotension orthostatique. Et là, ça rappelle un petit peu ce qu'on voit avec les patients qui développent des syncopes vasovagaux, où on peut incriminer essentiellement la dysfonction autonomique, probablement par neuropathie périphérique, et l'apport et la prise en charge est essentiellement une prise en charge, je dirais, hygiénodététique et physique, c'est-à-dire un apport hydrosodé adéquat, des moyens physiques, et rarement on arrive aux moyens pharmacologiques, c'est-à-dire les alpha-agonistes ou la fludrocortisone. Et avant d'en finir, j'ai un peu imaginé, parce que je n'ai pas trouvé dans la littérature, un petit peu un algorithme de prise en charge de patients qui pourraient faire des palpitations, qui pourraient faire des troubles du rythme au sens large du terme. Et à ce titre, je crois qu'il va falloir d'emblée séparer deux catégories de patients. Les patients qui ont des signes de gravité, c'est-à-dire qui ont des comorbidités cardiovasculaires, des patients qui ont été hospitalisés, des patients qui ont eu une atteinte cardiaque de la COVID authentifiée par les troponines, des patients qui ont eu des arythmies plus ou moins graves pendant la phase aiguë virale, des patients qui ont des myocardites, un syndrome coronarien, une insuffisance cardiaque. Tous ces patients-là sont des patients à risque et on peut extrapoler et dire que, comme l'IRM montrait des séquelles sur l'étude de Francfort à une médiane de 70 jours, donc il est légitime d'attendre au moins 3 mois pour faire un check-up, une évaluation approfondie, une évaluation cardiovasculaire. Je vous donne un exemple, quelqu'un qui a fait une myocardite aiguë pendant la phase aiguë virale, dysfonction ventriculaire gauche. Alors, si c'est à notre portée, on peut toujours mettre un gilet défibrillateur, l'évaluer au bout de 3 mois, et revoir un petit peu la situation à l'échographie et à l'IRM. S'il récupère, c'est tant mieux. Sinon, ce sera un défibrillateur automatique implantable définitif. Donc, après 3 mois, je crois qu'on peut rejoindre les guidelines habituels sur lesquels on a toujours travaillé. Par la suite, il y a la deuxième catégorie de patients, les patients ambulatoires qui ont le Covid symptôme. Je crois que ces malades-là doivent être évalués assez rapidement par un check-up léger, un examen clinique, un ECG, et qui peut aboutir à deux situations. Soit qu'on suspecte une cardiopathie, à ce moment-là, on passe à l'approfondie et les guidelines. Sinon, c'est souvent la jeune femme, le jeune homme, qui est floride, qui n'a pas d'antécédents, qui va sortir de la phase aiguë avec des palpitations, de la fatigue et des symptômes, et qui a un examen physique et un électrocardiogramme qui montre tout au plus une tachycardie sinusale. Cela, eh bien, il y a des papiers qui montrent qu'il répondrait bien au bêta-bloquant, plus ou moins ivabradine, mais il faut savoir que l'ivabradine a donné des résultats moins probants, et d'ailleurs, elle n'est pas approuvée par la FDA américaine. Alors, la dernière plaque, les questions en suspens. Alors, le post-Covid, on ne sait pas si la sévérité initiale du tableau conditionne les symptômes post-Covid. Y a-t-il un lien entre l'hôte et le syndrome post-Covid? Quel est le mécanisme exact de ces atteintes? Comment faut-il les prendre en charge? Et est-ce qu'une détection et une prise en charge précoce vont impacter ces séquelles, qu'elles soient pulmonaires, cardiaques ou autres? Alors, merci de votre attention. Merci, professeur Benhammer, pour cette très belle présentation sur l'explication, la physiopathe, la conduite à tenir devant les palpitations post-Covid. Donc, ça a suscité des questions auprès des participants. Et là, il y a une question qui se répète concernant la tachycardie, les palpitations en rapport avec les tachycardies sinusales qui persistent en post-Covid, même chez les jeunes. Est-ce que c'est l'implication du système nerveux autonome? Donc, c'est une question posée par nos amis, mais aussi par notre ami Dr Sanaweli, secrétaire général de notre Société tunisienne de cardio, qu'on remercie d'avoir organisé ce webinaire à côté de la présidente professeure Zahram.
Donc, à vous la parole pour plus d'éclaircissement. Dr. Braham. Alors, c'est important de savoir que c'est très souvent une tachycardie inappropriée due à un dysfonctionnement primaire d'une sinusale, probablement par une attaque virale directe. Accessoirement, peut-être il y a un emballement sympathique du système sympathique dû aussi au système cytokinique. Ça, ce ne sont que des hypothèses, mais en tout cas, ça, c'est les séquelles de la maladie virale initiale. Mais la chose sur laquelle je voulais m'attarder le plus, c'est qu'une tachycardie sinusale peut cacher une insuffisance cardiaque. Donc, ces malades-là doivent être checkés correctement, explorés et leur donner le temps qu'il faut pour éliminer une cardiopathie, quelque chose de grave en sous-jacent par la suite. On a tout le temps de voir un petit peu l'effet des bêta-bloquants et ainsi de suite. Tout à fait d'accord, Dr. Braham. Il y a une question posée par notre ami Jihan Al-Qourbi. Le cas d'un patient sportif de haut niveau, qui était bien sûr Covid+, mais elle garde quand même des palpitations, même un mois après la Covid. Qu'est-ce que vous lui conseillez de faire la réadaptation, un traitement particulier? Donc, c'est surtout pour les sportifs de haut niveau qui gardent les palpitations. D'abord, il va falloir voir de quoi il s'agit. Alors, si les symptômes sont fréquents, je crois que les moniteurs de plus ou moins longue durée vont avoir un impact important, puisqu'on va tout d'abord savoir de quoi il s'agit, parce que quand on dit palpitation, c'est tout et n'importe quoi. Hein. C'est une tachycardie sinusale, ça peut être un flotteur 3 pour 1, ça peut être une fibrillation atriale, ça peut être des TVNS, ça peut être n'importe quoi. Donc, tout d'abord, il va falloir savoir ce que c'est. Alors, une mention spéciale pour les athlètes de haut niveau, il faut savoir que ce sont des gens qui sont prédisposés à faire de la fibrillation atriale, plutôt d'origine vagale. Après, quel est le lien ou que ferait la COVID sur le cœur d'athlète, ça je ne sais pas, mais en tout cas, dans un premier temps, il faut cataloguer, il faut mettre une étiquette sur le type de tachycardie ou tachyarrhythmie ou palpitation ou ce qu'on veut. De quoi s'agit-il exactement? Et par la suite, on peut raisonner en sachant que dans l'arrière-idée, il faut savoir qu'un athlète est plutôt à même de faire de la fibrillation atriale, vagale. Et il y a quelque chose que je n'ai pas dit et qui est importante. En fait, les rythmologues ont l'habitude des exacerbations des arythmies pendant les épidémies. En fait, et ça, il y a beaucoup d'écrits là-dessus, sur les épidémies de grippe, etc., où on voit des exacerbations pendant l'épidémie, et on peut même le voir en interrogeant des prothèses qui ont des mémoires Holter embarquées, comme les stimulateurs de dernière génération et les défibrillateurs, et vous allez voir que pendant une période d'épidémie, vous allez avoir un pic ou une exacerbation des arythmies. Donc, a fortiori, donc la fibrillation atriale, comme il s'agit de l'arythmie la plus fréquente chez l'homme, donc forcément, il y a une exacerbation. Maintenant, sa gestion, comme je l'avais montré tout à l'heure, il faut éviter en tout cas le plus que possible les gestes interventionnels et réfléchir à tête reposée après quelques mois, 2 à 3 mois, et voir quelle stratégie adopter, continuer dans le rate control ou bien euh, opter pour un rythme contrôle, soit par un choc électrique ou une ablation ou autre. En tout cas, ne recourir à la phase aiguë que lorsqu'il y a une instabilité hémodynamique.